Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Cette semaine, Terrain politique nous emmènera dans les Côtes-d'Armor. Nous irons à la rencontre d'Arnaud Lécuyer. À seulement 32 ans, il est déjà président de Dinan Agglomération. Alors justement, la crédibilité est-elle une question d'âge? C'est ce que nous verrons. Le décryptage de l'émission avec une autre question. La Bretagne est-elle encore une terre modérée? Élément de réponse aujourd'hui avec notre politologue Jean-Luc Richard. Question qui va sans doute intéresser notre invité de la semaine, le conseiller départemental LR du Finistère, Maël de Calan. Il est aujourd'hui vice-président du mouvement Libre créé par Valérie Pécresse et il sort un livre, La tentation populiste, publié aux éditions de l'Observatoire. Maël de Calan qui a bien évidemment inspiré notre dessinateur Loïc Schwartz. Vous voyez son dessin qui nous rappelle ses différents compagnonnages. D'abord Alain Juppé, puis maintenant Valérie Pécresse. Vous le voyez sur le dessin, Laurent Wauquiez, visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. On regarde le dessin ensemble, Maël de Calan, on va le voir réapparaître à l'écran. Un commentaire. Vous aimez bien les compagnonnages? Non, Oui, non, il y a un lien clair entre Valérie Pécresse et Alain Juppé. D'abord, Valérie Pécresse a soutenu Alain Juppé pendant la primaire, mais surtout, je retrouve chez elle les qualités que j'aime toujours chez Juppé. Le sens de l'État, le sens du sérieux. C'est quelqu'un qui parle pas toujours beaucoup, mais qui essaye d'agir, notamment à la tête de la région Île-de-France. Vous avez fait 9% dans la course à la présidence des LR. Vous n'avez pas insisté, vous n'avez pas envie de creuser votre propre sillon, de créer votre propre mouvement? C'est une question qu'on s'est posée avec tous les élus qui m'avaient soutenu. Et en observant le paysage à droite, qui est déjà très dispersé, qui est déjà très éclaté, on n'a pas voulu rajouter à la dispersion et à l'éclatement. Donc moi, je me suis demandé dans les grandes personnalités qui pouvaient candidater pour vraiment le premier rôle, le tout premier rôle, de qui est-ce que je me sentais le plus proche. C'est Valérie Pécresse. Je suis très heureux de travailler avec elle. Alors, vous avez 38 ans, ouais. C'est plutôt jeune, encore aujourd'hui, même dans le nouveau monde, le nouveau monde politique. En quelques mois, vous avez subi 2 défaites. Une défaite aux législatives, face à Sandrine Lefeur, députée LREM aujourd'hui du Finistère, et face à la défaite également pour la présidence LR. Qui était plus attendue, celle-là. Qui était plus attendue. Vous insistez, est-ce que vous avez un rapport avec la politique assez addictif? Parce que vous avez travaillé dans le privé, vous auriez pu retourner dans le privé comme ont fait certains, NKM, Najat Vallaud-Belkacem ou encore Benoît Apparu, que vous connaissez bien. Pourquoi vous n'avez pas tourné la page? Alors d'abord, c'est le cas, je vais retourner travailler dans le privé parce que moi j'ai toujours eu un boulot et ça va toujours être le cas. En revanche, moi j'ai toujours cette passion de l'engagement politique, c'est pas une addiction, c'est-à-dire je réussis à m'en détacher. Je m'en détache d'autant plus que je me suis marié, je suis très heureux, j'aime bien me balader, voyager, randonner en Bretagne. Mais j'ai toujours cette passion de l'engagement public et je considère que la politique, qui est un gros mot pour beaucoup d'électeurs qui n'aiment pas la politique en particulier nationale, elle est toujours aussi utile. Et de vouloir agir pour transformer les choses au plan national et au plan local, au plan départemental, c'est une cause qui vaut la peine qu'on s'engage pour elle. Eh bien, transition toute faite pour aborder notre nouveau rendez-vous de la rentrée, Terrain politique, qui nous permet d'aller au plus près des réalités du quotidien, dans les communes et dans les collectivités. Cette semaine, Anthony Masto est allé à la rencontre d'Antoine Lécuyer, ce jeune élu costarmoricain. Incarne un peu cette nouvelle génération d'hommes ou de femmes politiques qui n'hésitent pas à prendre des responsabilités. La crédibilité et l'expérience sont-ils forcément liés à l'âge? Pas si sûr, regardez. Pour ce nouveau numéro de Terrain politique, nous avions initialement rendez-vous à Saint-Potent, petite commune costarmoricaine de 800 habitants. Mais son maire nous a finalement proposé de le rejoindre dans les locaux de Dinan Agglomération. Car Arnaud Lécuyer en est aussi le président. À 32 ans, il est le plus jeune élu à la tête d'une telle institution en Bretagne. Quand nous le retrouvons, il s'apprête à entrer en réunion. Plusieurs millions d'euros sont en jeu. Des offres de délégation de services publics pour la gestion de l'eau doivent être observées à la loupe. Ça doit être une grosse pression, ça, de gérer ce genre de marché quand on est élu. C'est des gros montants, ça représente... Voilà, il y a aussi tout l'aspect juridique qui va avec. Effectivement, il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression à la fois de la part des acteurs économiques, puisqu'il y a une compétition entre eux pour devenir partenaire de Dinan Agglomération. Il y a aussi une pression financière, économique, non seulement pour la collectivité, mais également parce qu'il y a un enjeu, et c'est surtout là pour l'usager. On voit enfin le bout du... En étant élu à la présidence de Dinan Agglomération, Arnaud Lécuyer a changé d'échelle. Ces décisions concernent désormais 65 communes et ont un impact sur près de 100 000 habitants. Il faut être clair, les premiers jours, il y a quand même quelque chose qui vous arrive sur les épaules.
Mais je pense que c'est sain, c'est plutôt bien justement de ne pas perdre le pied là-dessus, c'est de se dire qu'effectivement on a une responsabilité en termes de service public, en termes de management. Donc c'est vrai qu'il y a une lourde responsabilité. Mais c'est ce qui en fait aussi une belle mission. Plus de 500 agents et une équipe rapprochée sont là pour l'épauler. Être jeune ne signifie pas nécessairement être inexpérimenté. Arnaud Lécuyer a une belle expérience en matière de gestion des collectivités. Donc la question n'est pas tant de savoir comment il faut, s'il a besoin d'être accompagné, mais plutôt être capable de le suivre. Et puis j'en tire un bénéfice personnel, c'est que ça me rajeunit. Et vous, Arnaud, alors, vous n'avez pas eu envie, justement, à un moment donné, de vous entourer d'une équipe hyper jeune, de trentenaires, comme vous Non, parce que je pense qu'il faut avant tout s'entourer de personnes avec qui on a confiance, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien au quotidien. Et je pense qu'il n'y a pas de question d'âge. Je pense que l'important dans ce métier, dans ce monde politique, je dirais que c'est un peu partout pareil, mais c'est quand même la confiance. Ce jour-là, Arnaud Lécuyer doit se rendre à Pleudian-sur-Rance, l'une des communes de son agglomération. Le préfet y a convoqué une réunion car l'État est à la recherche de financement pour dédoubler la nationale 176 qui franchit la Rance. Un chantier qui n'est pas de la compétence de Dinan Agglomération. Son jeune président sait qu'il doit rester ferme sur ce dossier. Il faut aussi savoir s'affirmer. Sur un certain nombre de sujets, comme ces grands sujets d'aménagement de transport, on peut y avoir un intérêt sans pour autant y avoir un intérêt financier ou du moins à participer financièrement. S'affirmer, vous êtes jeune, ça vous demande un effort supplémentaire? Non, je crois pas. Les acteurs autour de la table, je les connais. Ce sont des gens que je pratique, que je fréquente déjà depuis un certain nombre d'années. Ça fait déjà 10 ans que je suis élu. Donc j'ai paradoxalement des fois plus d'expérience que les gens qui sont autour de la table. C'est dans son village de Saint-Potent qu'Arnaud Lécuyer a fait ses premiers pas en politique. Conseiller municipal à 22 ans, il est devenu maire en 2014. Et malgré ses nouvelles fonctions à Dinan Agglomération, il reste très présent sur sa commune. Il suit notamment de très près la rénovation de l'église. 950 000 € ont été engagés. Grosso modo, les 3/4 de la toiture a été refaite. On a assaini complètement l'église, on a repris aussi les fondations. Donc on a fait tout ce qui était possible pour qu'elle puisse tenir debout encore des dizaines, voire des centaines d'années. Quand on est un enfant, donc on a joué au ballon dans la cour à côté ou qu'on a grandi ici, se dire qu'on œuvre pour aider à la reconstruction de son église, ça ne doit pas être rien non plus. C'est vrai qu'investir dans un bâtiment qui a une histoire qui me dépasse, qui nous dépasse tous et qui nous survivra, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort d'un point de vue de l'engagement personnel, c'est sûr. Arnaud Lécuyer sait qu'il a un parcours atypique, qu'il est un peu à contre-courant d'une génération souvent critique, voire hostile à la politique. Il ne sait d'ailleurs pas s'il y consacrera toute sa vie, mais il reste persuadé que l'investissement concret dans la vie de la cité, quel qu'il soit, reste important pour tous. Alors, Mel de Calan, votre réaction à ce reportage? La crédibilité, la compétence n'est pas liée à l'expérience finalement ou à l'âge, non? Oui, mais heureusement, on voit qu'il y a de jeunes élus qui peuvent avoir de grandes responsabilités. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que la jeunesse, ce n'est pas une qualité. On peut faire de la politique utilement ou au contraire de manière très néfaste quand on est jeune, quand on est ancien. Le maire que vous avez cité, c'est aussi quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la roue des grands responsables socialistes de son département. Il investit beaucoup d'argent public, il dépense beaucoup. Donc moi, je ne juge pas sa politique, je ne connais pas sa communauté de communes. Vous venez de le faire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un gage de qualité. Ce n'est pas parce qu'on est jeune. Moi, je suis jeune, mais les décisions que je prends, elles peuvent être contestées. Elles sont contestables. N'empêche qu'aujourd'hui, pour les prochaines élections municipales, on voit vraiment un problème de renouvellement, un problème de casting, j'emploie le mot à dessein, pour chercher des candidats, chercher des conseillers, des futurs conseillers municipaux. Ça, c'est un vrai problème. La politique n'intéresse plus la nouvelle génération, visiblement. C'est un énorme problème qui est à la fois lié à la puissance publique, c'est-à-dire qu'on a empilé tellement de normes et de contraintes qu'on dégoûte des centaines de maires dans toute la France qui démissionnent les uns après les autres. Moi, j'en connais dans mon canton qui ont envie de tout envoyer balader parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que pour faire sortir un projet, pour faire aboutir une bonne idée, il faut déployer une énergie colossale. Donc c'est un problème qui vient de la puissance publique. C'est aussi, il faut le dire, un problème qui vient des électeurs, de tous les électeurs, vous et moi.
il y a une forme d'individualisme qui se diffuse, qui se répand dans la société. Et on a effectivement beaucoup de mal, pas que les politiques, hein, les grandes associations aussi, à renouveler et à trouver des candidats pour prendre des responsabilités. Le ras-le-bol, vous le partagez, vous vous intéressez toujours au dossier breton. Vous êtes souvent à Paris, vous êtes vice-président du mouvement Libre, hein, créé par Valérie Pécresse. On vous voit beaucoup dans les médias nationaux. La Bretagne, ça vous intéresse encore, le Finistère ? Plus que jamais, moi je suis présent dans mon canton pour essayer de régler les problèmes de mon canton. Je suis le chef de l'opposition au conseil départemental et on cherche... Candidat à la présidence du conseil départemental au prochain Si mes collègues au conseil départemental le souhaitent, oui. C'est une fonction qui vous intéresse ? C'est bien sûr une fonction qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'avec les 24 conseillers départementaux de la droite et du centre qui sont réunis dans le groupe Alliance pour le Finistère, on a le sentiment de pouvoir proposer une alternative très différente à la politique qui est engagée aujourd'hui par la majorité socialiste, qui se traduirait par beaucoup plus d'investissements, et notamment dans les infrastructures, pour faire en sorte qu'on puisse téléphoner, qu'on puisse recevoir Internet dans de bien meilleures conditions dans tout le Finistère, qu'on puisse se déplacer plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace, donc plus d'investissements et contrebalancé par des économies sur les frais de fonctionnement. Ouais. C'est la politique qu'on porte collectivement et que je souhaiterais porter, moi, en 2021, aux élections départementales. Et vous êtes déjà en campagne, visiblement. Non, je ne suis pas en campagne, mais en permanence, comme opposition au conseil départemental, on conteste des choix qui sont réalisés. Les impôts ont augmenté à 2 reprises pendant ce mandat. Les frais de fonctionnement dérapent complètement. Les agents ne travaillent pas 35 heures. Bref, ce département n'est pas géré. Et je crois que les Finistériens en souffrent, notamment sur le plan du développement économique. Il n'y a pas assez d'emplois qui sont créés. On reviendra là-dessus. Il n'y a pas assez d'emplois qui sont créés dans le Finistère et le conseil départemental y peut quelque chose. Allez, on va revenir à votre actualité, votre autre actualité. C'est bien sûr ce livre que vous venez de publier, La tentation populiste, publié aux éditions de l'Observatoire, réquisitoire implacable sur ce qui, selon vous, gangrène notre vie politique, le populisme. Comment le définir aujourd'hui ? Parce que voilà, le populisme, c'est protéiforme. Oui, c'est un mot valise qui a toujours été employé pour discréditer ses adversaires. J'essaye de le définir dans ce livre et je dis qu'il y a 3 éléments constitutifs. La démagogie, on dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Le simplisme, on répond à des problèmes très compliqués par des slogans électoralistes, le simplisme, et le mensonge. C'est-à-dire qu'on raconte tout simplement des contre-vérités. Alors le simplisme, la démagogie et le mensonge ont toujours existé en démocratie. Mais ce que je constate, c'est qu'à notre époque, ils sont tous les 3 en pleine expansion, en pleine ébullition, et que c'est une maladie de la démocratie qui peut l'emmener très loin. Alors, illustration concrète, justement, avec 2 séquences qui ont fait beaucoup parler cette semaine. La première, ça s'est passé lors des Journées du patrimoine, avec comme principal acteur le chef de l'État. On regarde. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je donne mon CV, il ne me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a 1 sur 2 qui recrute en ce moment. Voilà, Emmanuel Macron qui était interpellé par un demandeur d'emploi qui se plaignait de ne pas trouver un job. Voilà sa réponse. Il y en a un à l'autre bout de la rue. Est-ce que c'est pas du populisme, de la démagogie là ? Non, je ne crois pas. Je trouve les sorties du président de la République assez excessives, en particulier vis-à-vis de ce pauvre gamin qui l'interpellait très gentiment. Donc je trouve que c'est très excessif. Mais c'est un peu plus compliqué que ça de trouver un emploi aujourd'hui. Mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que combattre le populisme, il ne faut surtout pas nier l'état réel du pays. L'état réel du pays, c'est quoi appliqué à ce gamin ? C'est un chômage de masse parce que la France ne crée pas assez d'emplois. Et moi, j'essaie d'expliquer dans ce livre comment on pourrait en créer davantage. Mais c'est aussi des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, pas seulement dans les cafés à Paris. Moi, je suis l'élu d'un canton rural dans le Finistère-Nord, le canton de Saint-Paul-de-Léon. Tous les agriculteurs, tous les restaurateurs, tous les chefs d'entreprise en général ont du mal à recruter et me disent qu'ils ont des offres d'emploi non pourvues. Donc c'est le lien entre ces 2 difficultés bien réelles, chômage de masse... Je pourrais vous donner des exemples aussi où des candidatures ne trouvent même pas aucune réponse à des mails ou à des CV, il y en a des milliers aussi. Mais évidemment, j'en connais aussi. Voilà. Et le rôle de la politique, c'est de réussir à résoudre ça. C'est comment est-ce que, d'un côté, on rend le système d'indemnisation du chômage plus incitatif pour contraindre certaines personnes à rechercher plus activement un emploi, et surtout, de l'autre, comment est-ce qu'on offre des formations à ceux qui en recherchent, comment est-ce qu'on crée plus d'emplois dans le pays pour vaincre ce chômage de masse. Il y a évidemment des centaines de milliers de gens qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas. Deuxième séquence, ça s'est passé en région parisienne à Arcueil avec un chauffeur de bus qui est allé gifler un jeune collégien qui avait traversé un peu imprudemment la rue, provoquant presque un accident. Le chauffeur risque aujourd'hui une sanction disciplinaire très lourde. Il y a eu une pétition là, qui circule, 300 000 signatures déjà récoltées, avec notamment le soutien de nombreux élus, notamment Valérie Pécresse, qui demande l'indulgence.
à ce chauffeur. Il y a un règlement, il y a une règle, il a enfreint la règle. Est-ce que ce n'est pas du populisme, de la démagogie aujourd'hui de demander un peu d'indulgence par rapport à ce Non, je ne crois chauffeur, pas. Moi-même, je la demande. Il y a une règle, vous avez raison. Ce chauffeur de bus a eu tort de frapper cet enfant. On ne se rend pas justice à soi-même, en particulier quand il y a une telle différence d'âge. Et en même temps, moi, j'ai choqué beaucoup de monde en disant dans la presse que ceux qui auraient dû lui donner une bonne paire de gifles, c'est les parents de ce gamin qui jouaient à se jeter sous les roues de ce bus. Mais ce n'est pas un chauffeur de bus de lui donner des gifles. Bien sûr que non. Donc, on a dit que le chauffeur de bus avait tort, mais il y a une forme si vous voulez, de permissivité qui se développe dans la société, de relativisme qui se développe partout et contre lequel il faut lutter. C'est la raison pour laquelle il faut dire clairement il a eu tort de se rendre justice à lui-même et de lui donner une paire de gifles. Et non, il ne doit pas être sanctionné. Il faut faire preuve, je crois, un peu de tolérance à son égard. Alors revenons au contenu de votre livre. Vous dites les populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, vous ne faites pas de distinguo, sont aux portes du pouvoir. Pour quelqu'un qui aime bien se réclamer de Churchill ou de Gaulle, c'est un fatalisme un peu déconcertant. Alors ce serait fataliste si, dans la deuxième partie de ce livre, j'essayais pas d'exposer les conditions dans lesquelles on pouvait les combattre. Et à quelles conditions on pouvait créer des alternatives non populistes pour encaisser le choc et reprendre l'initiative. Moi, ce que j'essaye d'exposer, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je regarde les différentes raisons pour lesquelles les gens votent populiste. J'en ai listé 7, j'en ai peut-être oublié, et je les analyse à fond en me demandant si ces causes sont structurelles ou conjoncturelles. Elles sont toutes structurelles. Si elles sont en train de se résoudre ou de s'aggraver, elles sont toutes en train de s'aggraver. Si elles sont faciles à régler ou très compliquées, elles sont toutes très complexes. Mais justement, ce constat d'échec, c'est votre échec. C'est l'échec de tous les partis de gouvernement, dont je me sens moi pas particulièrement comptable parce que j'ai que 38 ans, mais dont tous les partis de gouvernement sont comptables. Donc à partir du moment où toutes les causes qui font que les gens votent pour les populistes sont en train de s'aggraver, je dis oui, ils sont aux portes du pouvoir et ça va très mal tourner. Je le dis à vos téléspectateurs, ça va mal tourner, ce sont les électeurs qui choisissent. On sent un peu dans votre livre une vision un peu, on va dire, élitiste de la politique. C'est-à-dire que vous avez peur du vote du peuple français ? Pas du tout, pas du tout. Il y a une phrase qui est très connue, qui vient de Brecht, qui dit quand on n'est pas content du peuple, il faut changer le peuple. Moi, je ne dis pas du tout ça. Je dis l'état réel du pays est très préoccupant. Les gens ont raison d'être en colère. Ils ont raison d'être angoissés. J'essaye là aussi d'y apporter des réponses. Ce que je condamne, ce n'est pas le peuple qui aurait mal voté. Le peuple, il a bien raison. Il constate que son état, que l'état de sa situation est en train de s'aggraver. Ce que je condamne, ce sont les élites qui manipulent le peuple par le mensonge, par la démagogie, par le simplisme. Je crois qu'il y a une autre manière de faire de la politique, c'est toute la deuxième partie du livre, fondée sur l'exigence, sur le travail, sur l'éthique, qui permettent de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la France. Alors, dans votre livre, vous faites aussi un diagnostic de votre famille politique, pour l'instant éclatée façon puzzle, on ne peut pas dire l'inverse. Il y a cette phrase intéressante cette semaine de Bruno Retailleau, la droite divisée et l'assurance vie d'Emmanuel Macron. C'est un constat lucide. Aujourd'hui, quand on voit un de vos collègues de LR, Thierry Mariani, qui demande des alliances avec le Rassemblement national, quand on voit Nadine Morano qui s'affiche dans un selfie avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois très décrié, qui a été sanctionné par l'Union européenne, vous ne dites pas qu'est-ce que je fais dans cette famille ? Les deux grands partis de gouvernement, la gauche et la droite, sont aujourd'hui travaillés par ce clivage. Il y a des gens à gauche, autour de Benoît Hamon, qui réfléchissent à s'allier avec Mélenchon, qui est un populiste très dangereux d'extrême gauche. Il y a des gens à droite, dans ma famille politique, qui réfléchissent à s'allier avec le Front National. Mais il y a Agir aussi à droite. Il y a l'UDI, pourquoi vous ne les rejoignez pas ? Qu'est-ce que vous faites encore avec Nadine Morano ou avec Thierry Mariani ? Moi, je travaille avec Valérie Pécresse. Ce que nous voulons faire, nous, avec Valérie Pécresse, c'est rassembler la droite, plutôt que de la diviser en 13 ou 14 chapelles. C'est essayer de rassembler à nouveau les différentes chapelles de la droite et du centre, mais sur des bases claires. Donc recréer l'UMP. Pour recréer l'UMP. Et c'est ce débat qui est en cours. Tout le monde n'est pas d'accord. Nous disons que nous pouvons être clairement de droite, c'est-à-dire libéraux sur le plan économique, très fermes sur les questions de sécurité et d'immigration, donc clairement de droite et en même temps clairement alliés avec le centre, très clairement pro-européen. Et donc c'est ce débat idéologique qui est en cours à droite, mais le même a lieu à gauche, et qui doit permettre de savoir sur quelle base se refonder. Alors justement, un responsable politique breton a souhaité vous poser une question sur votre positionnement politique qui reste très très flou selon lui. Il a choisi de vous envoyer un petit message via son iPhone, son smartphone. Bonjour Monsieur de Calan. Je trouve que votre positionnement politique est confus, ajoutant de la confusion à la confusion générale à droite, en particulier chez les Républicains. Il y a un peu plus d'1 an, vous avez fait une campagne législative largement acquise à Emmanuel Macron, avec le soutien d'Édouard Philippe. Vous avez passé
le week-end dernier avec vos amis centristes pro-Macron. Le programme que vous proposiez avec Alain Juppé et que vous proposez toujours dans votre livre est pire pour les Français avec toujours plus d'austérité et toujours plus de taxes. Alors, pourquoi n'adhériez-vous pas à La République En Marche et laisser les vrais amoureux de la France, comme Nicolas Dupont-Aignan, défendre les Français contre votre politique? Alors, pourquoi vous ne rejoignez pas Édouard Philippe dans la majorité présidentielle? Je comprends que mon positionnement ne plaise pas à ce monsieur qui est au Front National ou dans l'antichambre du Front National avec Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'appartiens à une famille politique qui est différente, qui est celle de la droite classique, c'est-à-dire une droite pro-européenne. Vous êtes Macron compatible? Je vais y revenir. Une droite pro-européenne, une droite libérale, une droite qui est ferme sur les questions régaliennes. Donc c'est la droite authentique qui était celle de Jacques Chirac, d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy en 2007. Je n'ai pas changé d'idée. Cette droite, au moment de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, elle a dit au président de la République, chiche, faisons les réformes, allons-y jusqu'au bout. Édouard Philippe est rentré au gouvernement, c'est un de mes amis. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Je lui ai dit, encore tout récemment, moi j'ai fait campagne législative contre l'augmentation de la CSG, qui est une très mauvaise mesure, et je lui ai dit tout récemment. Donc on peut savoir exactement où on habite, au centre droit, comme Pécresse, comme Gérard Larcher, comme Alain Juppé, et en même temps ne pas avoir une vision de la politique qui se réduit à la guerre civile. Moi, je n'aime pas la guerre civile, et je ne vais pas démolir le président quand ce qu'il met en œuvre correspond à ce que la droite a demandé pendant des années. Donc oui, moi j'ai approuvé pendant la campagne et encore aujourd'hui un certain nombre de réformes qui ont été engagées par Macron en matière de politique d'éducation nationale ou de baisse des prélèvements obligatoires des entreprises, ce qui ne m'empêche pas de dénoncer d'autres mesures qui, de mon point de vue, vont dans le mauvais sens en matière d'immigration, de lutte contre l'islam radical ou d'augmentation de la CSG. Alors, le populisme, maladie française et européenne, mais la Bretagne est-elle protégée de toute contagion? La Bretagne est-elle encore une terre modérée? C'est la question que nous posons dans le décryptage de la semaine. Et pour y répondre, Jean-Luc Richard, maître de conférence en sociologie politique à Rennes 1, nous a rejoint. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. La Bretagne bénéficie d'un climat tempéré. Est-ce que ça se voit aussi au niveau électoral? Est-ce que le vote breton est toujours un vote modéré? Ça se voit depuis longtemps au niveau électoral. Historiquement, c'était plutôt des formations de centre-droit ou des personnalités de centre-droit qui ont été puissantes dans la région Bretagne. On peut penser à Pierre Meignery, à Louis Orvoen, à Alphonse Arzel dans le Finistère, par exemple. Et je dirais qu'actuellement, ça trouve plus son prolongement dans le succès de La République En Marche d'Emmanuel Macron. On va voir les résultats d'Emmanuel Macron qui ressemblent presque à des plébiscites lors de la présidentielle. 21 députés sur 27 sont En Marche aujourd'hui pour la Bretagne. Voilà, il y a une filiation qui s'est prolongée. Je dirais que les élus de la droite modérée, libérale, ouverte sur l'Europe, dont Maël de Calan est un représentant, continue à peser dans la droite bretonne, mais on voit bien au niveau national, et les scores nationaux de Maël de Calan l'ont montré au moment du scrutin pour la présidence de son parti, font que c'est plus difficile, parce que dans d'autres régions, la situation politique, économique, sociale, la pression de l'extrême droite n'est pas la même. Et donc, Maël de Calan représente cette droite modérée qui en plus aime le débat d'idées, son livre est très intéressant d'ailleurs, et dans le même temps c'est difficile au niveau national d'avoir une influence suffisamment grande. Et peut-être que le choix pour Mme Pécresse d'ailleurs est un choix un petit peu contraint, c'est celle dont il est sans doute le moins éloigné. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération d'élus bretons qui arrive, qui va bientôt arriver au pouvoir, aura moins de scrupules pour, par exemple, nouer des alliances avec le Rassemblement national qui est demandeur justement pour les prochaines municipales de nouvelles coopérations? Peut-être dans la moitié est de la région, peut-être effectivement dans le Morbihan, et on vient de voir un élu morbihanais intervenir et interpeller M. de Calan. Donc il y a historiquement une fracture entre la Basse-Bretagne, qui était une alliance de démocrates chrétiens et de gaullistes marquée par la résistance, et la moitié est de la région, où à l'exception de Fougères et Vitré, où il y avait des traditions centristes, plus fortes à Vitré qu'à Fougères d'ailleurs, il y a une droite qui est depuis plus longtemps déchristianisée, qui a été sensible à l'extrême droite, à Dorgère dans les années 30, au CNI ensuite. Alors ensuite, ça a été plutôt démocratie libérale, des vrais libéraux comme dans le Morbihan, mais le climat politique national actuel fait qu'actuellement, il y a une radicalisation d'une part de la droite, effectivement, dans la moitié est de la région. Sur le plan électoral, est-ce que l'extrême droite et l'extrême gauche deviendront de plus en plus incontournables en Bretagne? Localement, ça peut arriver. On l'a vu lors des dernières départementales avec des cantons périphériques, ruraux, surtout dans l'est de la région, où il y avait des candidats du Front National, comme on disait à l'époque, du Rassemblement National d'aujourd'hui.
En Bretagne, il y a toujours eu une tradition d'une gauche affirmée. On l'a vu dans les grands ports bretons du sud-Bretagne, Concarneau, Douarnenez. On l'a vu dans le pays de Guingamp. C'est quelque chose d'ancien. Et là, c'est différent parce que ce sont des territoires où il y a des élus de ce bord-là depuis plusieurs décennies. Et ils participent à la vie politique locale. Et ils ne représentent pas réellement une rupture, mais une continuité dans ces territoires. Alors que l'irruption du Front National est une rupture. Maëlle de Caland, pour terminer sur ce décryptage, c'est François Fillon qui a gagné la primaire largement en Bretagne. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un décalage entre la base des sympathisants et des militants et des élus qui sont plutôt, on va dire, de droite modérée? La base des militants bretons, c'est plutôt la droite pas vraiment molle, non? Des militants peut-être, et encore, moi ce que je constate, c'est qu'on est assez en phase avec notre électorat au sens large. Au-delà de l'ADN politique qui fait que la droite modérée en Bretagne a toujours été assez puissante, je crois que les électeurs bretons au sens large sont modérés parce que plus que dans d'autres régions, ils réfléchissent et ils lisent. Les Bretons lisent beaucoup, les Bretons réfléchissent énormément avant d'aller voter et je pense que les Bretons votent plus qu'ailleurs avec leur tête plutôt qu'avec leur tripes. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette tradition aussi de débats modérés, de débats raisonnables parce que l'esprit critique est au cœur de la scène politique bretonne. Merci Jean-Luc Richard de nous avoir apporté votre éclairage. On arrive à la dernière séquence de l'émission. Carole Gandon, la référente de La République En Marche en Ille-et-Vilaine, était notre invitée la semaine dernière. Nous l'avons passée au crible de notre boîte à jeux. On regarde. Lève tôt et couche tard. Plutôt bière. Vapote. Bignou. Tous les étés, festival interseptique chez mes grands-parents. Bretagne à 4 pour l'instant. Mont d'Arrêt. TGV, il faut aller à Paris de temps en temps, et puis TER pour sillonner la région. En marche. Voilà la boîte à questions que vous allez également tester. Maëlle de Caland, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon retour dans le Finistère. Dimanche en politique, c'est aussi à revoir sur notre site internet bretagne.france3.fr. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Bonne fin de week-end.